moi je l'appelle de l'immigré au minoritaire. Le deuxième bloc, parce que bon, l'immigration subsaharienne, elle démarre véritablement en 1963, parce qu'il y avait, bon, le patronat français avait peur des conséquences de la guerre d'Algérie, etc., etc. Donc, bon, le patronat français est allé directement, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal, pour recruter des gens, bien sûr. Et les indépendances, il y a des accords entre la France et des États africains, tout ça, bon, c'était relativement aisé et tout ça, et facile. Et les immigrés subsahariens, quand ils arrivent, ils ont un projet. Leur projet initial, ce n'est pas de rester vivre définitivement sur le sol aquitain ou métropolitain et tout ça, ou français, hexagonal. Ils sont venus pour travailler. On ne migre pas pour ne rien faire. Ce n'est pas vrai. On migre pour travailler. Et leur séjour dans le projet initial, c'était quelques années, le temps d'économiser, d'épargner, etc., et de rentrer dans leur pays d'origine. C'était ça, le projet initial. Pas autre chose. Pas autre chose. Ce sont d'abord des hommes seuls, célibataires en tous les cas ici, même s'ils étaient mariés et tout ça, dans leur pays. Et ils vont essayer de reconstruire des groupes primaires, de solidarité primaire, à travers des repas, à travers le logement collectif, etc. Des groupes premiers de sociabilité, d'entraide, etc., etc. Tout ça. Mais ça, c'est là. Mais on a déjà étudié ça. Mais aux États-Unis, avec l'immigration des Polonais, des Italiens, etc., etc. Mais en France, il y a un retard énorme du point de vue des études en sciences sociales sur la question de la migration. Et donc ces gens-là, parce que certains sont analphabètes, ceux qui sont analphabètes n'ont pas les codes pour entrer dans cette société, ne serait-ce que provisoirement. D'autres qui ont eu, par exemple, sur le plan religieux, qui sont des catholiques, ont été accompagnés. Ici, on connaît des familles qui ont été accompagnées par les paroisses catholiques, etc., pour qu'ils entrent progressivement dans la société française et tout ça. Et donc, les modes d'insertion entre quelqu'un qui est analphabète en français et quelqu'un qui a une socialisation préventive en français parce qu'il a fait l'école, etc., c'est pas la même chose. On ne décode pas les choses de la même façon. Et donc, ce qui apparaît, encore une fois, pour aller très vite, c'est-à-dire qu'il y a des différenciations. Donc, l'immigration, les migrants subsahariens ne sont pas un groupe social homogène, mais il y a par commodité, on va parler des Africains et tout ça, comme si c'était une communauté fermée, close sur elle-même, etc. Et donc, du point de vue de la sociologie, il faut justement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conduites que ces populations ont dans le rapport avec les Français et puis dans le rapport entre eux, etc. Et nous, on a essayé, à travers des enquêtes au long cours, essayer de comprendre les enjeux et comment expliquer que les gens dont on a pensé qu'ils ne voulaient pas s'intégrer, qu'ils ne voulaient pas s'insérer parce qu'ils sont tout le temps entre eux, etc., etc. C'était pas ça.
c'était pas ça. On a compris que c'était le fait de se retrouver, c'était ni plus ni moins pour atténuer le choc de la transplantation dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne maîtrise pas les codes en tant que tel. C'est ça la question fondamentale qui est posée. Et c'est réconfortant quand on migre de se retrouver, de ne pas se retrouver seul. De toute façon, il y a des pionniers, il y a des... Voilà, donc qui accompagnent, qui accueillent, qui aident, etc., etc. Et donc, tout ça, on a essayé de travailler là-dessus pour comprendre comment les choses fonctionnent du point de vue des migrants africains. Et pour moi, ma lecture à moi du mouvement, du processus migratoire, ça se termine, en tous les cas ici, sur le territoire aquitain. Le provisoire se termine quasiment dans les années 80. Le provisoire, il devient structurel. Il devient structurel, pourquoi? Parce que, n'oubliez pas que ce sont des hommes seuls qui venaient, à la force de l'âge, qui venaient travailler, tout ça. Mais depuis 1974, justement, avec l'arrêt officiel de l'immigration de main-d'œuvre, c'est on va favoriser le retour, la loi Stelleru, etc., etc. C'était sous Giscard et tout ça. C'est prends 10 000 balles et casse-toi et tout ça. Et rentre au pays. Les gens ont pris 10 000 balles, ils sont revenus. Ils sont partis, ils sont revenus. Et donc, mais bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient la possibilité d'aller et de venir se sont dit, on n'a plus la possibilité de voyager comme on faisait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir leurs femmes. Parce que du point de vue de la société française et de l'État français, c'était des célibataires. C'était des célibataires, ils n'avaient pas de vie de famille, etc. Alors qu'ils allaient visiter leurs femmes tous les 2 ans, tous les 3 ans, etc., etc. Et c'est avec l'arrivée des femmes, et avec la naissance, la reconstitution de famille, la naissance d'enfants, etc., que le visage de l'immigration va changer. L'immigration change de nature. On n'est plus dans une immigration provisoire, on est dans une immigration de peuplement. Et c'est ça qui change tout. Comment on peut le visualiser, ce changement? À travers la mobilité résidentielle. Les premiers migrants, quand ils arrivent, ils habitent dans un habitat insalubre, dans des taudis, dans des trucs de transit. Là, dans les segments les plus délabrés du parc privé locatif. Et là, avec l'arrivée des femmes, la constitution ou reconstruction de familles, il y a une mobilité résidentielle qui se mesure à l'entrée justement des familles dans le parc social. Mais dans les segments les plus délabrés du parc social. Moi, j'ai fait une enquête de 92 à 95 pour la direction régionale de l'équipement et pour la direction départementale de l'équipement sur le logement des immigrés. On a visualisé là où habitaient les immigrés, y compris dans le parc social. C'est dans les segments les plus délabrés. Et aujourd'hui, on peut mesurer progressivement la mobilité résidentielle des familles immigrées qui, certaines, sont passées du parc, des segments les plus dégradés du parc social, sont arrivées dans les segments de standing. Certains ont accédé à la propriété, etc., etc.
Et ça se mesure. Ça se mesure aussi le changement dans le mobilier des familles. Il faut rentrer dans les familles pour observer comment ces familles-là, elles sont installées durablement, pour ne pas dire définitivement, avec le mobilier. Ça a un sens. On ne se trimballe plus avec des canapés qui sont lourds. Ça a un sens. Et quelque chose d'extraordinairement important, quand on regarde les impayés de loyers dans le parc social, rares sont les familles africaines qui ne payent pas le loyer. Le premier poste, c'est le loyer. Ça, c'est très important, ce que je suis en train de dire. Et donc, là, il y a une stabilisation de ces familles-là dans la société. Et ils ont des enfants. Et il y a le taux de fécondité des femmes subsahariennes qui a largement baissé. Ça, les démographes l'ont mesuré, etc. Et tout ça. Ça, c'est important, ça. Et quand on fait des enquêtes, quand on pose des questions aux femmes, on leur demande si est-ce qu'elles ont... Les femmes se sont autonomisées progressivement à travers les cours d'alphabétisation, le permis de conduire, le ceci, cela et tout ça, ce qui n'a pas fait beaucoup plaisir aux hommes d'ailleurs, mais bon, peu importe. Il y a quelque chose, la féminisation de ce qu'on appelait l'immigration subsaharienne. Elle a été fondamentale dans la modification des conduites sociales, politiques et culturelles.